Bonjour et bienvenue sur Mediatico, débat extrêmement animé, certains diraient même houleux en ce moment sur les réseaux sociaux dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Un monde qui se déchire à quelques jours d'une assemblée générale importante, dit une partie de la presse. Et c'est vrai que la petite famille de l'entrepreneuriat social a désormais ses frondeurs, un peu comme en politique. Et quand l'ESS fait l'actualité, évidemment, c'est sur ESS On Air, l'émission de Mediatico, que ça se passe. Alors aujourd'hui, on reçoit Jonathan Jérémias. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, vous êtes un ancien président du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Je vais juste recadrer rapidement pour nos auditeurs internes, nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent où on est, de quoi on parle. En 2010 est créé le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui rassemble donc ces entrepreneurs qui mettent leur activité économique au service des enjeux sociaux et environnementaux. En général, ce sont des entrepreneurs individuels et puis petit à petit, les structures grossissent. Ça, c'est en 2010. En 2014, la famille de l'entrepreneuriat social rentre dans la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Elle y entre officiellement à la faveur de la loi Hamon, la loi qui structure, la loi cadre qui structure l'économie sociale et solidaire en France. Et puis, en 2020, le mouvement des entrepreneurs sociaux change de nom. À la fin de votre mandat de président du mouvement des entrepreneurs sociaux, le mouvement change de nom pour s'appeler le mouvement Impact France. Et voici qu'un mandat de 3 ans des coprésidents se termine. L'Assemblée générale aura lieu dans quelques jours. Ce MIF, le mouvement Impact France, le MIF, tient son Assemblée générale. Vous en êtes aujourd'hui officiellement le porte-parole, mais vous avez signé il y a 10 jours une tribune dans le journal du dimanche, le JDD, au nom d'ailleurs pas en votre nom propre, au nom d'un collectif, un nouveau collectif des entrepreneurs sociaux. Ça se complique, j'espère que vous suivez. Et dans cette tribune, en fait, vous vous positionnez contre la candidature de Pascal Demurger et de Julia Faure à la coprésidence du mouvement Impact France. Pascal Demurger, c'est le directeur général de la Maïf, c'est une mutuelle. Julia Faure, c'est la cofondatrice de Loom, c'est une marque de vêtements responsables. Et vous êtes contre leur candidature. Vous êtes un frondeur au sein du mouvement Impact France. Jonathan. Je ne sais pas si je suis un frondeur. Je continue de porter la vision qui est la vision du mouvement des entrepreneurs sociaux qui a été créé en 2010 et dont vous venez de rappeler l'histoire. Et je ne suis pas d'ailleurs contre la candidature de personne. Je suis contre un projet, une façon dont il est présenté, porté. Contre un axe politique alors. Et surtout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me pousse à sortir une réserve que j'ai habituellement dans la communication publique, sur les réseaux sociaux. Je suis assez rare. Là, si je m'exprime, c'est parce que je pense qu'il y a des choses assez graves et fondamentales sur le plan politique qui sont en train de se passer dans l'entrepreneuriat social et dans l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, petite précision, le mouvement est devenu le mouvement Impact France, a changé de nom, pas à la fin de mon mandat, après. Juste après, oui. D'accord. Euh, Donc vous n'avez pas initié cette transformation, mais à l'époque, vous êtes resté administrateur du mouvement Impact France. Vous avez voté en faveur de cette transformation ? Je suis resté administrateur du mouvement Impact France. J'en suis toujours membre du bureau et même porte-parole dans les institutions de l'ESS. Et au moment du changement de nom, auquel je n'étais pas favorable parce que j'y voyais surtout des enjeux de communication et de visibilité et il me semblait que la notion d'impact n'était pas encore très, très stabilisée. J'aurais préféré que ça vienne plutôt en baseline que dans le nom lui-même. Moi, le mouvement des entrepreneurs sociaux et écologiques me serait très bien allé. J'avais fait attention à un certain nombre de choses et notamment que ça reste le mouvement des entrepreneurs sociaux dans les statuts de l'association. Et c'est le cas ? Dans les statuts, si. L'entrepreneuriat social est clairement défini dans les statuts. Les 2/3 des membres du conseil d'administration doivent être issus du collège entrepreneurs sociaux et écologiques qui est défini par l'agrément ESUS. Donc, et d'ailleurs, les candidats à la présidence doivent être issus eux aussi de ce collège. Les candidats à la présidence doivent être issus de ce collège. Et là, ça n'est pas le cas pour Pascal Demurger en tous les cas. Alors, il est présenté comme étant issu de ce collège, mais il n'est pas entrepreneur social, il est dirigeant d'une grande mutuelle, une des plus grandes mutuelles de France. Qu'on pourrait considérer comme une entreprise sociale. Alors c'est intéressant. Si elle avait
une finalité sociale, sociétale ou environnementale à titre principal, donc si le cœur de son activité était celui-là, ce qui peut se discuter pour une mutuelle, notamment sur la elle partie protège santé. les Français sur un axe industriel ou assurantiel particulier. Voilà. Si elle avait une gouvernance participative ou démocratique, ce qui est le cas, a priori pour une mutuelle, mais si aussi les rémunérations qui s'y pratiquent étaient limitées à 10 SMIC maximum, comme c'est indiqué très clairement dans l'agrément ESUS. Dans l'agrément ESUS. C'est 10 SMIC maximum pour la plus haute rémunération et c'est 7 pour la moyenne des 5 plus hautes. Et c'est là qu'il y a une contradiction majeure et qui indique que Pascal Demurger, contre lequel je n'ai rien par ailleurs à titre personnel. On va pas faire le procès de Pascal Demurger. Mais non, par ailleurs qu'un chef d'entreprise talentueux qui dirige la Maïf avec grande énergie, qualité, et puis qui a fait progresser, et depuis longtemps, et qui a fait progresser d'ailleurs la Maïf sur le plan social et environnemental. Mais ça n'en fait pas un entrepreneur social, puisqu'un entrepreneur social limite sa rémunération à 10 SMIC. La Maïf est devenue entreprise à mission. La Maïf a choisi de devenir entreprise à mission il y a quelques années, probablement pour affirmer une volonté de progrès social et environnemental. C'était un choix à l'époque qui avait été d'ailleurs discuté, puisque c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, statutairement, puisque c'est une mutuelle. Et on avait été certains à dire à l'époque peut-être qu'il faudrait plutôt se battre pour que l'économie sociale et solidaire soit plus exigeante avec elle-même sur le plan notamment social et environnemental, et que la Maïf pourrait jouer un rôle comme défenseur de cette exigence au sein de l'économie sociale et solidaire. Il avait fait le choix d'adopter la qualité de société à mission pour porter ce nouveau dispositif depuis la loi Pacte. Bon, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il fait très bien, défendre les sociétés à mission. Alors, on ne va pas rester sur Pascal Demurger, dont on parle beaucoup plus d'ailleurs que Julia Faure, qui elle est une petite entrepreneuse sociale. Hein, voilà, elle a une toute petite structure qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle communique très bien aussi sur ces enjeux de textile responsable et équitable. On ne va pas non plus rester complètement focalisé sur l'écart de rémunération et sur les 10 SMIC. Pourquoi ? Parce que dans votre tribune collective, vous dites que vous êtes en profond désaccord. Et ce n'est pas juste une histoire de rémunération. En réalité, il y a aussi la question de la composition proposée pour le futur conseil d'administration qui pose question. Il y a aussi un certain nombre d'autres éléments. Et je voudrais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes en profond désaccord. Alors, il y a plusieurs autres éléments. Mais la rémunération et la question de limitation de rémunération n'est pas un détail. C'est un combat historique du mouvement et c'est un combat pour la justice sociale. Donc qui est au cœur de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire. Oui, mais la Maïf n'est pas une entreprise agréée ESUS. Donc il n'a pas besoin, Pascal Demurger, de se limiter à 10 SMIC. Donc sauf à vouloir être qualifié d'entrepreneur social et à vouloir prendre la présidence du mouvement Impact France. Qui sont deux choses différentes. Donc il ne prétend pas être entrepreneur social. Ah si, parce que vous dites qu'il est dans le collège des entrepreneurs sociaux. Voilà. Bon, très bien. Alors, on l'invitera, Pascal Demurger, pour qu'il vienne répondre avec Julia Faure sur le plateau de Mediatico. Parlez-nous de la composition du conseil d'administration. Alors, le futur conseil d'administration. Ça, c'est un autre point. C'est que au moment de la transformation au mouvement Impact France, il y a quelques années, a été créé un collège dit entreprise en transition. L'idée était d'accueillir des entreprises qui n'étaient pas encore des entreprises sociales, mais qui transitaient vers le fait de le devenir. C'est ce qu'indique la notion de transition. Et en fait, ça permet d'accueillir des entreprises qui ne sont pas des entreprises sociales, qui ont des démarches d'engagement, RSE, plus ou moins avancées, parfois bien avancées, comme la Maïf par exemple, mais qui pour certaines, et l'essentiel même, n'ont absolument pas la volonté et l'intention de devenir un jour des entreprises sociales. Donc il y a une difficulté autour de la notion même d'entreprise en transition. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont regarder cette émission et qui ne comprennent pas bien les différences de concepts que nous, on évoque dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut être une entreprise engagée pour des valeurs auprès de ses collaborateurs et de ses parties prenantes sans pour autant être dans l'entrepreneuriat social ? Bien sûr, bien sûr. Expliquez-nous pourquoi et comment. Mais une entreprise de capitaux classique, une entreprise capitaliste classique, SARL, SA, SAS, elle peut avoir une politique RSE, une politique d'engagement social et environnemental, mener des actions, progresser, faire progresser ses différents métiers pour qu'ils soient plus responsables, aller jusqu'à, par exemple, adopter la qualité de société à mission, ce qui amène un certain nombre d'exigences, un certain cadre autour de ces engagements. On a des entreprises Bicorp aussi. Bicorp, exactement. Et donc, il y a des entreprises qui ont une politique d'engagement,
plus ou moins avancées, mais qui pour autant ne sont pas des entreprises sociales, puisque pour être entreprise sociale, on l'a évoqué juste avant, c'est plus exigeant, c'est beaucoup plus exigeant. Donc on a ce collège d'entreprises en transition, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes contre l'élargissement du mouvement Impact France à des entreprises qui voudraient s'engager davantage et qui voudraient appartenir à une famille pour être reconnues comme étant des entreprises en marche, en démarche de progrès? Alors, l'élargissement du mouvement et du mouvement des entrepreneurs sociaux, oui, je suis contre cet élargissement-là, de ce mouvement-là. Par contre, je suis, et on a toujours été au mouvement des entrepreneurs sociaux, ouvert et accompagnant et encourageant pour l'engagement des entreprises qui ne sont pas dans l'ESS et qui ne sont pas ESUS. Je précise, quand j'étais président du mouvement des entrepreneurs sociaux, nous avons créé une coalition qui s'appelait Nous sommes demain, et qui était une coalition entre mouvements d'entreprises engagés différents, indépendants, qui portaient chacun leur plaidoyer politique de façon indépendante, n'ayant pas les mêmes plaidoyers, ne défendant pas le même modèle d'entreprise, mais qui ont choisi de se réunir pour travailler ensemble. C'est un collectif qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un collectif. J'en entends plus parler en tout cas. Parce qu'il a été avalé par le mouvement Impact France. Ce qui est, à mon avis, une erreur stratégique majeure. Parce que quand nous étions à côté indépendants les uns des autres, et que nous avons organisé, sous mon mandat de président du MOVE, les premières universités d'été de l'économie de demain, on s'inspire, on discute, on a commencé à travailler à l'époque à l'Impact Score, qui est un outil de scoring. On peut faire ça ensemble. Mais quand il s'agit de défendre un modèle d'entreprise avec un certain niveau d'engagement, nous ne sommes pas en face puisque nous n'avons pas le même modèle d'entreprise. Et nous ne défendons pas le même modèle idéal d'entreprise. Et donc là, on se retrouve coincé. Et le problème, c'est qu'en passant d'une coalition, d'une logique de coalition entre acteurs indépendants, à une espèce de fusion, acquisition par le mouvement Impact France de l'ensemble des réseaux d'entreprises engagées, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que le projet de départ de la coalition Nous sommes demain, c'était que les entrepreneurs sociaux inspirent le reste de l'économie et que le reste de l'économie se rapproche des pratiques de l'entrepreneuriat social, et ben voilà que c'est l'inverse qui se produit. Et pourtant, vous avez validé, Jonathan Jérémiaz, cette stratégie d'ouverture du mouvement Impact France au moment où elle s'est décidée. J'y ai exprimé des réserves et j'ai pris le pari qu'en restant vigilant, on allait peut-être y arriver. Aujourd'hui, c'est une des questions qu'on vous pose parce que vous intervenez sur LinkedIn notamment pour défendre votre position. Une des questions qu'on vous renvoie, c'est, Jonathan Jérémiaz, pourquoi n'avez-vous pas déposé une liste concurrente à celle de Pascal Demurger et Julia Faure pour prétendre à la coprésidence avec quelqu'un d'autre du mouvement Impact France? Alors, en fait, traditionnellement, à chaque changement de gouvernance de ce mouvement depuis qu'il a été créé, il y a un consensus. Il n'y a jamais de liste dissidente. Jamais. Je l'ai écrit dans un édito de Mediatico, c'est pas la façon de procéder de cette maison. Non, c'est quand même étrange. Mais... Dans un milieu qui se revendique de la gouvernance démocratique, participative et du débat d'idées, alors on est obligé de voter pour une seule liste, ou alors on ne vote pas. Comme dans beaucoup de jeunes associations qui ont un projet fort, clair, et où il y a un consensus fort entre les membres autour du projet. Donc à chaque changement de gouvernance, il y a eu un consensus fort parce qu'en fait, en gros, on était tous d'accord sur les fondamentaux politiques et stratégiques. Vous n'êtes plus du tout d'accord. On n'est plus du tout d'accord, je vous le confirme. Et simplement, ce projet et cette liste ont été préparés en catimini. N'ont pas été... projet de Pascal Demurger et de Julia Faure. Alors, il y a eu des discussions en bureau, il y a eu des discussions en CA, il y a eu un certain nombre même d'auditions qui ont été faites des candidats, mais qui n'ont pas clarifié les choses. Et ensuite, la liste a été déposée le dernier jour, de date de limite de dépôt des candidatures, et certains ont découvert soit le jour même, soit le lendemain qu'ils n'étaient pas dessus, et même ont découvert, pour ceux qui étaient sur la liste, leur colistier après qu'elle ait été déposée. Si bien qu'il y a certains noms qui étaient sur la liste au départ, qui l'ont quitté en cours de route. Parce qu'on a découvert qu'il y avait Doctolib, la SNCF, KPMG dans la liste des candidats au conseil d'administration du mouvement Impact France. Il faudrait demander à ceux qui ont quitté la liste pourquoi ils l'ont quitté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait plus sur cette liste au moment où elle a été déposée l'APF, l'UNEA, l'Union des entreprises adaptées notamment. Il n'y avait plus... Dont vous êtes représentant porte-parole ? Dont la parole m'a été confiée dans le cadre des institutions de l'ESS autour de l'évaluation de la loi.
mais dont je ne suis pas le porte-parole officiel. Et en même temps, là, j'ai la liste des 26 premiers signataires de votre tribune. Vous êtes à combien de signataires aujourd'hui ? C'est un appel. Oui. On est, là, on doit être autour de 150. Vous avez dépassé la centaine, 150, d'accord. Ouais. Et je vois qu'il y a plusieurs cofondateurs du Move. Donc on a Jean-Guy Henkel, on a Emmanuel Kaspersky, on a Éric Pliez, on a Christophe Chevalier, enfin voilà, des cofondateurs du Move que vous avez réussi à rallier à votre plaidoyer. Donc ça dit beaucoup quand même du fossé, du hiatus qu'il y a entre vos deux lignes politiques. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire éclater le mouvement Impact France ? Je pense que la gouvernance actuelle et celle qui prétend à en prendre la suite sont en train de faire éclater le mouvement Impact France. C'est eux, c'est pas vous, d'accord. Alors en même temps... En rompant avec sa ligne politique historique, avec ses pratiques aussi, démocratiques. On peut se dire aussi que ça ne va pas très loin tout ça. Parce que le mouvement des entrepreneurs sociaux devenu le mouvement Impact France représente assez peu d'acteurs de l'économie sociale et solidaire en France. À peine 5%, peut-être même pas 3%. Parce qu'en réalité, 80% de l'économie sociale et solidaire sont des associations. On a ensuite des mutuelles, on a des coopératives, on a des fondations. Et donc, en réalité, est-ce que ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau, comme le dit Timothée Duverger, qui est enseignant à Sciences Po et fin connaisseur de l'économie sociale et solidaire ? Alors, petite précision, on va remettre un petit peu à nouveau vos téléspectateurs. L'entreprise sociale, l'entrepreneuriat social, ça n'est pas synonyme des sociétés commerciales de l'ESS. Nous, Ils sont donc agréés ESUS. Non. C'est encore deux choses différentes. Non, je suis désolé. C'est que dans la loi de 2014, il y a les sociétés commerciales de l'ESS qui sont entrées dans la famille. La 5e branche de la famille qui arrive en 2014. Et le mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque a été désigné pour représenter cette famille dans les institutions de l'ESS. Mais une entreprise sociale, c'est une organisation privée, quelle que soit sa forme juridique, associative, coopérative, mutualiste, une fondation ou une société commerciale, qui a une finalité sociale ou environnementale, qui a lucrativité et la gouvernance partagée, et qui limite ses rémunérations à 10 SMIC. Donc, le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs sociaux, en fait, portent une autre vision de l'économie sociale et solidaire que celle qui est défendue dans la loi de 2014 sur l'ESS. On n'est pas, nous, simplement représentants des sociétés commerciales de l'ESS. C'est très important. Et ESUS n'est pas non plus synonyme de société commerciale de l'ESS. Société commerciale de l'ESS, c'est un certain nombre de critères, et ESUS en rajoute. Est-ce que votre collectif des entrepreneurs sociaux, Jonathan Jérémiaz, a envie de remplacer le mouvement Impact France dans les instances de l'ESS où il est représenté, et en l'occurrence, je pense évidemment à ESS France? En fait, le collectif des entrepreneurs sociaux, il a envie de continuer de porter une vision forte et exigeante de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire en France. Va-t-il se structurer juridiquement? Et si le mouvement Impact France continue d'aller dans la direction dans laquelle il va, évidemment que le collectif des entrepreneurs sociaux va se demander comment se structurer pour peser et continuer de peser fort. Mais pas seulement se structurer, d'ailleurs, comment agir pour continuer de peser fort. Ensuite, la place de ce collectif qui se transformerait en association, en mouvement dans les institutions de l'ESS est une autre question. Nous, notre objectif, c'est de continuer de porter avec force notre voix et qu'elle emporte l'adhésion, pas des institutions de l'ESS, qu'elle emporte l'adhésion de la société française. Vous pensez que le MIF peut continuer de siéger dans ESS France? Disons que le MIF, de toute façon, siège dans l'ESS France pour représenter les sociétés commerciales de l'ESS. Et d'ailleurs, siège également au Conseil supérieur de l'ESS à ce titre-là. Donc, est-ce que l'association ESS France, démocratiquement, va continuer de considérer que le MIF représente les sociétés commerciales de l'ESS à ESS France? Est-ce que le Conseil supérieur de l'ESS va considérer cela derrière? Je n'en sais rien. Arrêtez, c'est pas moi qui décide ni pour ESS France ni pour le Conseil supérieur de l'ESS. Un avis même personnel. Moi, je pense que de toute façon, la question des institutions de l'ESS, qu'il s'agisse de ESS France ou du Conseil supérieur de l'ESS, doit
être remise sur la table et se reposer à l'occasion des débats qui ont lieu actuellement et des débats autour de l'évaluation de la loi sur l'ESS. Puisqu'en fait, la question, c'est quoi l'ESS ? Alors, il se trouve que ESS France vient de publier chez Alternative Économique un manifeste pour une ESS rassemblée, où il est clairement exprimé que ESS France dit qu'il faut repenser notre organisation collective, il faut la refonder, il faut qu'elle incarne toutes les ambitions de toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, y compris celle des entrepreneurs sociaux. Donc c'est une démarche extrêmement rassembleuse. Au moment où on sent bien que la famille au sens large est en train de se diviser, ça tire dans tous les sens. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le mouvement Impact France, le MIF, se positionne comme un futur alter ego du MEDEF pour représenter le patronat de l'entrepreneuriat social. Or, l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, dit « mais non, mais c'est nous les représentants au niveau patronal ». Et voilà, donc encore un attelage qui ne tient pas, qui part dans tous les sens. Donc c'est très compliqué. Alors où est-ce qu'on va avec tout ça ? Est-ce que vous signez le manifeste de ESS France ? Certainement pas. Je l'ai déjà écrit d'ailleurs. Mais je vais vous dire pourquoi. En fait, ce manifeste, cette tribune, qui exprime une volonté de rassemblement, d'unité, etc., ça n'est pas son objectif, cette tribune. Ça n'est pas de rassembler et d'unir, puisque de toute façon... C'est son discours en tout cas. Oui, c'est son discours. Mais en fait, normalement, l'unité et le rassemblement est déjà réalisé au sein de ESS France, et d'ailleurs, les entrepreneurs sociaux sont déjà représentés au sein de ESS France. Donc pourquoi tout d'un coup appeler à ce grand rassemblement, à cette unité ? Pour un détail... Parce que l'unité est en train de se disloquer. Oui, mais autour de quoi ? Autour d'une certaine conception de l'économie sociale et solidaire. Laquelle ? Et qui est évoquée à un endroit de ce manifeste, que j'ai pointé récemment, qui est, je ne sais pas si c'est la citation exacte, « Nous faisons bloc autour de la définition de l'économie sociale et solidaire portée par la loi sur l'ESS de 2014. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne veut pas, dans le cadre de l'évaluation de cette loi en cours, qu'il soit touché à la définition de l'ESS, et notamment à son article 1. C'est une loi qui a 10 ans. C'est court pour la vie d'une loi. Il est en ce moment question de la réévaluer. C'est le travail qu'a entamé ou qu'a demandé Marlène Schiappa en tous les cas, ministre en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et il se trouve que j'ai été assez surpris, je voudrais bien votre opinion là-dessus. Marlène Schiappa a reçu, il y a un mois et demi, au début de toute cette histoire de division, elle a reçu à son ministère les coprésidents actuels du mouvement Impact France et les 2 candidats à la coprésidence future. Donc Eva Sadoun, Jean Moreau, Julia Faure, Pascal Demurger. C'est pas un petit peu gonflé de la part du ministre de recevoir uniquement les représentants d'un mouvement au moment où en fait c'est toute la famille de l'économie sociale et solidaire qui est en train de se diviser ? Est-ce que c'est pas finalement de l'ingérence dans l'histoire du mouvement Impact France ? Alors, non seulement je n'ai pas connaissance précisément de ce que vous écrivez, je n'ai pas d'avis sur la question, si ce n'est que je pense qu'à peu près toutes les familles, toutes les têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire, et si on sort de cette économie-là, tous les lobbies de France cherchent à rencontrer des ministres. Donc à mon avis, Marlène Schiappa, elle voit plein de monde, et il y a plein de monde qui cherche à la voir. Donc moi, je n'ai pas d'avis sur ça. Et juste je pense que vous savez très bien ce qui s'est passé, parce que parmi la liste de vos signataires, il y a Christophe Itier, qui est ancien président du MOVE, ancien haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, qui m'a dit parler très régulièrement avec Marlène Schiappa. Alors, mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est que tout le monde parle régulièrement avec Madame Schiappa. Oui, mais vous ne savez pas ce qui s'est dit dans ce bureau ce jour-là. Non, mais moi, je n'étais pas là. J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est dit. Et puis de toute façon, pour moi, c'est un non-sujet. Tout le monde parle avec Madame Schiappa, tout le monde veut parler avec Madame Schiappa, et c'est bien normal pour porter ses idées, pour porter ses convictions. Et elle viendra bientôt sur Mediatico d'ailleurs. Voilà, et puis c'est surtout Madame Schiappa qui doit parler elle-même de tout ça et dire ce qu'elle en veut, c'est sa liberté. Alors on lui posera la question. Bien sûr. Revenons sur l'évaluation de la loi de 2014. Cette loi, vous avez vous aussi pris position pour la revoir, et revoir en particulier son article 1. Donc dès qu'on veut toucher à l'article 1, symboliquement, c'est très fort. Ça veut déjà presque dire qu'on veut tout changer. Qu'est-ce que vous préconisez pour la loi de 2014 ? En fait, je préconise que pour appartenir à l'ESS, une organisation, quelle que soit sa forme juridique, doit répondre à un certain nombre de critères sur le contenu social et environnemental de son activité, de critères de partage de la valeur et de partage de la gouvernance. Or,
l'article 1 qui pose la définition de l'ESS dans la loi de 2014 dit que toute association, coopérative, mutuelle, fondation ou société commerciale poursuivant une utilité sociale à titre principal et ayant une gouvernance partagée appartiennent automatiquement à l'ESS. Et ça vous pose problème? Oui, mais ce n'est pas à moi que ça pose problème. Ça pose problème à l'ESS elle-même et à son potentiel de développement dans la société française. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que, et c'est la raison pour laquelle je propose qu'il y ait 2-3 critères supplémentaires, c'est que ça ne dit rien de l'utilité et de l'impact social et environnemental de l'activité. Donc moi, je préconise qu'une organisation de l'économie sociale et solidaire, à minima, se fixe des objectifs sociaux et environnementaux, veille à leur réalisation et de façon transparente. Mais enfin, c'est déjà sous-jacent, ça, en réalité. C'est sous-jacent. C'est même le cœur même de la raison d'être de toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, qu'elles s'engagent sur le plan social ou environnemental. En théorie, oui. En pratique, non. Et je ne vais pas citer de nom. Mais en pratique, vous avez un certain nombre de coopératives, un certain nombre d'associations même, et qui ont des activités qui, sur le plan social et environnemental, sont très discutables et qui ne se fixent pas d'objectifs particuliers en la matière. Et c'est permis par le cadre de la loi de 2014. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez une autre chose qui est très importante, c'est que aucun critère de limitation des rémunérations n'est prévu pour appartenir à l'ESS. Donc vous pouvez pratiquer des rémunérations astronomiques extrêmement éloignées du sens commun, des notions communes de social et de solidaire. Si vous allez interroger des gens dans la rue, vous vous amuserez. Et pourtant appartenir à l'ESS. Donc, autre critère que je propose, c'est que dans les entreprises de l'ESS, les rémunérations soient limitées. Pourquoi c'est si important? C'est une question de justice sociale. D'accord. On parle de social, on parle de solidarité. On peut dire aux gens qui nous regardent, effectivement, que les entreprises de l'ESS et les associations s'engagent pas pour elles-mêmes, mais pour un public dont elles s'occupent chaque jour, et en général sont des publics en difficulté, et donc que si l'écart est trop important, il y a une incohérence manifeste dans la conduite de leur projet. Vous le dites encore mieux que moi. Je me permets. C'est ce que j'appelle la justice sociale. Mais ça peut s'appeler aussi autrement. Alors, Jonathan Jeremias, vous proposez, du coup, de mettre en place un label de l'ESS. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment à faire avec l'agrément ESUS? En fait, moi, je propose de modifier l'article 1. Et parce que je suis quelqu'un qui est toujours prêt à discuter et à faire des compromis, au sein des institutions de l'ESS, j'ai construit avec d'autres l'idée d'un label qui permettrait de ne pas modifier l'article 1, mais de quand même distinguer, différencier et avantager les entreprises véritablement sociales et solidaires. Donc, pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est surtout modifier l'article 1 et qu'il y soit ajouté, en fait, tout simplement. Il ne s'agit pas d'une révolution, qu'il y soit ajouté un certain nombre de critères, notamment sur les objectifs sociaux environnementaux. Il s'agit de compléter l'article 1, en fait, c'est ça? Oui, mais donc de le modifier, donc d'y toucher. Et raison pour laquelle je n'ai pas pu signer cette tribune qu'on évoquait tout à l'heure, puisque, en fait, elle indique, et c'est le sens, et c'était l'objectif de cette tribune, nous faisons bloc pour ne pas toucher à cette définition. Moi, je pense qu'il faut y toucher. Et vous proposez aussi un agrément pour les entreprises à impact, ce qui pose la question de la définition de l'impact aussi. Mais est-ce que là encore, on n'a pas suffisamment à faire avec l'agrément ESUS pour lui rajouter derrière un agrément pour les entreprises à impact? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la notion d'impact actuellement est tellement, et ça date pas d'hier, est tellement mise à mal, flouée par ce qui se passe du côté du mouvement Impact France et puis par la façon dont elle est utilisée à tort et à travers par tous ceux qui prétendent en faire. Parce que c'est pas que le mouvement Impact France, c'est aussi des entreprises qui font de la RSE et qui disent on fait beaucoup d'impact, mais en fait on ne sait pas ce que ça veut dire cette phrase-là. Et ils communiquent allègrement sur l'impact au risque de l'impact washing. Après le greenwashing, le social washing, aujourd'hui c'est l'impact washing qui nous guette. Exactement, c'est l'impact washing. Et puis, comme on l'évoquait juste avant, il y a aussi le risque de SS washing si on ne met pas un peu plus d'exigence dans la définition de l'ESS. Donc moi, la notion d'impact, je vais vous dire, aujourd'hui, je pense qu'il faut la mettre en pause. Il faut éventuellement continuer de la travailler pour ceux que ça intéresse. Mais moi, ce que je propose, c'est une réforme de l'agrément ESUS sur un point, et un seul,
c'est que la condition sur l'activité ne soit plus de poursuivre une utilité sociale, simplement à titre principal, mais une utilité sociale ou environnementale. Parce que je considère qu'au XXIe siècle, une entreprise qui a une activité à dimension de protection de l'environnement, de l'habitat humain, ça suffit à qualifier l'utilité de son activité. Ensuite, il faut répondre aux autres critères, limitation de rémunération à 10 SMIC, gouvernance partagée, mais je pense que l'agrément ESUS devrait être réformé de cette manière. On avait envisagé à un moment, en plus d'en changer le nom, mais c'était juste un changement de nom. C'était entreprise à impact était censé être égal à agrément ESUS, en rajoutant simplement la dimension environnementale. Moi, aujourd'hui, et c'est dans la dernière version de la note que j'ai rédigée pour une loi ESS numéro 2, je n'évoque plus cette notion d'impact. Je propose simplement une réforme de l'agrément ESUS en le renforçant sur sa dimension environnementale. Il y a des chances du coup que l'ensemble de la loi de 2014 soit transformé, parce qu'il y aura beaucoup de négociations, de tractations. Ça avait été très difficile d'ailleurs d'aboutir à cette loi en 2014. Est-ce que ça ne va pas aboutir finalement à ce que Marlène Schiappa arrive à éjecter la dénomination loi Hamon pour la transformer par une loi Schiappa? C'est pas mon sujet. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur Médiatique. Merci à vous.